un petit coup d'A400M. Je rappelle, un A400M, ça vole très vite, Mach 0,72. Et aujourd'hui, l'A400M confère à l'armée de l'air une dimension encore plus mondiale parce qu'il nous permet de faire des miracles d'un point de vue logistique. Sur le site, donc, je vous présente à nouveau mon général, le général Stéphane Groen. Vous êtes chef d'état-major du CDAOA, c'est le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes. Et vous avez été chef de la mission Pégase 2022, dont vous allez nous parler, entre autres. Je passe les commandes à Frédéric. Oui, j'ajoute quelques lignes pour vous présenter. Donc, vous êtes pilote de chasse, 2900 heures de vol, 19 missions de guerre je pense que c'était pendant l'opération Alice, c'est ça à LY2SE en Arabie Saoudite. Vous avez commencé votre carrière de pilote au prestigieux 1-2 Cigogne. Je passe vite. Après, vous avez fait l'école de guerre britannique, puis vous avez commandé le 1-12 Cambrésis. Donc, c'était déjà sur 2000. C'était sur 2000 et c'est un escadron de tigre, d'où mon foulard. Oui. Après, vous avez commandé la base de Solenzara, puis vous avez ouvert. C'est vous qui avez ouvert Chamal ? C'est moi qui ai ouvert la base aérienne projetée d'H5. D'accord. Dont il ne fallait pas donner le nom de code à une époque. Exactement, c'était secret. C'était secret, oui. Et ensuite, donc, je passe sur quelques étapes. Vous êtes arrivé donc à ce poste de chef d'état-major. Et donc aujourd'hui, vous êtes général 3 étoiles et chef d'état-major, oui, du CDAO. Général 3 étoiles, moi ce qui m'étonnait, c'est qu'effectivement, on confie la mission Pégase 2022 à un général de division aérienne. C'est un signe indubitable de l'importance donc, de cette mission. Oui, parce qu'en fait, c'est une mission, au-delà d'une mission aérienne, en fait, c'est une mission dite de diplomatie aérienne qui répond à un certain nombre d'objectifs qu'on détaillera par la suite. Mais en fait, je ne suis pas le premier général de division aérienne à qui on confie un déploiement d'envergure de la sorte. L'année dernière, mon prédécesseur à mon poste, le général Louis Pena, a lui commandé le déploiement vers la Polynésie dans le cadre des FARA Wakea. Donc un déploiement qui est passé lui par l'ouest, nous on est passé par l'est, donc il a fait une projection de puissance vers la Polynésie, et puis ensuite il a fait plusieurs activités avec les forces américaines dans le Pacifique à Hawaï, et puis ensuite avec les forces aériennes américaines sur le continent américain. Et puis Pégase 2022, oui, mais il y a eu Pégase 2018. Mais là, c'était carrément un général 4 étoiles qui a commandé le général de corps aérien Charex, certes en 2e section, mais on lui avait confié le commandement de cette opération, qui est une opération, comme je l'ai dit, bien plus qu'une opération aérienne et qui répond à des objectifs politiques et dont le but est de répondre à un certain nombre de messages. Et donc, effectivement, j'ai été désigné en décembre 2021 et j'ai eu à peu près 6 mois pour préparer cette mission que j'ai préparée en interarmée avec notamment les commandants de force qui sont prépositionnés dans la zone. Je pense en particulier au patron des forces armées en Nouvelle-Calédonie, mais aussi avec le patron des forces armées en Polynésie française et puis avec les différentes missions de défense des pays traversés et visités. Je reviens sur quelque chose que vous avez évoqué, le passage par l'Est, le passage par l'Ouest. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit de passer par les États-Unis d'un côté ou de passer par le Proche, Moyen-Orient de l'autre ? La destination étant la même destination, le Pacifique. Le Pacifique. Ouais. Sachant que le Pacifique, c'est grand. Oui. Et quand on regarde le monde avec un regard français, on va dire avec un regard de français métropolitain, si je prends l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, endroit où j'ai dû projeter de la puissance aérienne en temps contraint, et j'expliciterai plus dans le détail, ou si on a une mission de projeter de la puissance vers Tahiti, en fait, quand on regarde les cartes, quand on fait un peu de navigation, on va nous fixer un temps maximum pour déployer cette force. Et en fait, le choix, il est principalement lié à l'objectif que le chef d'état-major des armées nous fixe, puisqu'on est bien dans ce registre-là. Et ensuite, on choisit la route la plus courte. Et donc, pour aller en Nouvelle-Calédonie, il était bien évident que la route la plus courte, c'était par l'Est. Inconvénient, c'est qu'on se bat contre le soleil, et quand on se bat contre le soleil, on a plus de chances de perdre que le soleil, qui a toujours tendance à gagner. L'avantage quand on se déploie par l'ouest, c'est que là, on joue avec le soleil. Et donc, on a des journées, des temps de jour qui sont beaucoup plus longs. Alors que moi, il a fallu que je me batte contre justement des journées qui se raccourcissaient au fur et à mesure que je me déplaçais vers l'est. Cette histoire de soleil, bon, vos pilotes savent quand même naviguer de nuit, mais c'est pourquoi ? Pour des questions de sécurité, donc vous préférez... Non, par exemple, sur la première étape, quand on a commencé notre projection, donc du 10 au 11 août, on a fait un stop en Inde. Temps de vol entre les bases aériennes de métropole, à partir desquelles sont partis les avions, parce qu'on n'est pas tous partis d'Istres. Chacun est parti de sa base mère.
11 heures de vol. Seulement, quand on s'est posé à Sulur en Inde, le commandant de base avec qui j'étais en contact m'a dit « Tu dois te poser avant la nuit parce qu'à la tombée de la nuit, sur Sulur, on a des vols de chauves-souris, 4 à 5 mètres d'envergure. Donc, rafale contre chauve-souris, A330 contre chauve-souris, A400 contre chauve-souris. Je pense que c'est quand même le chauve-souris. Il va peut-être perdre, mais il ne va pas perdre tout seul. Et donc, on était contraint par un posé avant le créneau technique. En fait, technique en jargon aéronautique, ça veut dire qu'en gros, la piste ou le terrain n'est pas utilisable. Et donc, il fallait qu'on se pose avant la nuit. On parle du risque de collision avec les chauves-souris, risque d'ingestion dans les moteurs. Exactement. C'est ça. Ou de dommages à la carlingue. 4 mètres d'envergure. C'est ça. C'est Jurassic Park. C'est ça. On les a pas vus, heureusement, on s'est posé. Donc, en fait, le risque principal sur cette étape de projection de puissance, c'était effectivement la première étape. Un temps de vol très long, 11 heures, qui est quand même éprouvant quand on est... Combien de ravitaillements sur 5. 5 ravitaillements en vol pour les Rafales. Et ensuite, le lendemain, on est parti d'Inde vers l'Australie. 10 heures de vol, là, aucun risque, on s'est posé de nuit, pas de problème. On ravitaille, on se pose de nuit. Il n'y a pas de chauve-souris. Voilà, en tout cas, il n'y avait pas de risque de la sorte. Et donc là, on s'est posé, il était 21h, il faisait déjà pleine nuit. Et vous avez enchaîné donc les deux vols les 3 étapes. Les 3 étapes. Physiquement, c'est une sacrée épreuve, ça. Ah oui, c'est une sacrée épreuve. Ça permet à nos équipages de s'entraîner jusqu'aux limites, en fait. Voilà. Avec ensuite des temps de repos qui sont calculés au juste minimum. Bon, les équipages tournent quand même d'une étape à l'autre, ce ne sont pas les mêmes. En fait, pour cette étape, qui était quand même le centre de gravité de ce déploiement, donc le chef d'état-major des armées avait dit tu déploieras de la puissance aérienne en moins de 72 heures, la Nouvelle-Calédonie. Donc en fait, l'idée c'est que moi je voulais prendre des marges, c'est normal. Donc on a fait 3 étapes. La première, comme je l'ai dit, entre Istres et l'Inde, 11 heures de vol. La deuxième, entre l'Inde et l'Australie, 10 heures de vol. Je tiens à préciser qu'entre notre décollage de France et notre arrivée à Darwin en Australie, il s'est passé 33 heures. Donc c'est quand même beaucoup. Et je mets ça en rapport avec les Allemands qui ont aussi fait un déploiement dans le cadre de Pitch Black, qui ont beaucoup communiqué sur « j'ai déployé mes 6 avions entre l'Allemagne et Singapour en 24 heures ». Nous, on a fait France-Australie en 33 heures. Donc je tiens à le préciser, c'est quand même un bel exploit. Et effectivement, comme vous l'avez dit, en fait, je suis parti avec un ratio, donc un rapport nombre d'équipages sur nombre d'avions de 2 pour cette projection de puissance. Avec le recul, j'aurais dû faire 3. Parce qu'en fait, j'aurais dû sanctuariser un équipage pour réaliser la dernière mission entre Darwin et l'Australie. Parce que cette dernière mission, entre Darwin et la Nouvelle-Calédonie, parce que cette dernière mission, en fait, elle s'est terminée par une opération multi-milieu, multi-champ, en fait, donc interarmée, où on a combiné un certain nombre d'effets, en passant par l'emploi de l'arme aérienne, l'emploi de bateaux, l'emploi de forces spéciales, le largage de troupes à partir d'A400M, l'utilisation de satellites pour tout ce qui était renseignement sur des objectifs qu'on s'était fixés, et puis à la fin, le tir de scalp. Fictif, simulé. Oui. Dans la foulée dans la foulée. Et on s'est posé sur Nouméa une fois cette opération effectuée dans le nord de l'île. Et rappelez-nous le temps de vol depuis Darwin. Depuis Darwin, en fait, c'était donc 6 heures de vol, sauf qu'on a eu 2 heures d'exercice, donc on a fait 8 heures de vol. Et on s'est posé, pareil, la nuit venait juste de tomber sur Nouméa, la Tontouta. Oui, il faut imaginer la concentration des équipages aussi après 6 heures de transit pour enquiller sur 2 heures de... Alors sur une mission complexe qui était commandée depuis Paris et contrôlée depuis Lyon-Montverdun, donc pas très loin d'où on se situe aujourd'hui. Tout ça grâce aux capacités de la 330 MRTT, qui aujourd'hui est un vrai avion qui permet de commander et de contrôler des opérations aériennes, qui permet d'embarquer un chef de mission, que j'étais, grâce à sa connectivité, et notamment grâce à la liaison 16 et à une petite boîte qu'on met dans l'avion qui s'appelle la Joint Range Extension, et qui permet, si vous voulez, de renvoyer la picture, en gros l'image du théâtre, vers les centres de commandement et de contrôle en métropole. Donc on est arrivé sur le nord de la Nouvelle-Calédonie, il était 16h heure locale, et donc les équipes à Paris et à Lyon, en fin de nuit, début de journée, nous donnaient les ordres sur cette mission-là.
tout en direct. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la 330 MRTT, donc c'est un avion multirôle, C'est connu ça. surtout pour ravitailler en vol, et donc il sert aussi de... Voilà. centre En de fait, commandement. c'est un avion multirôle, comme vous l'avez dit, ravitaillement en vol, transport stratégique, fret et passagers. Hein. Il existe dans l'armée de l'air en version 88 places et en version 272 places. Il peut ravitailler en fait tout type d'appareil classique avec panier de ravitaillement, mais aussi système américain et donc ravitailler tout type d'avion américain. Voilà, un avion qui a très bien marché à l'export, puisqu'aujourd'hui il est employé par les Allemands au travers d'un escadron multinational qui regroupe Allemands, Hollandais, Luxembourgeois, Belges, les Britanniques, mais aussi Singapour, l'Australie, la Corée du Sud, qui ont opéré à nos côtés lors de Pitch Black. Et puis si les Américains avaient été gentils, ils seraient aussi sous les couleurs du US Air Force, mais bon, l'histoire n'en a pas voulu. Je crois que l'épisode n'est pas terminé en fait. Non. Et j'ai oublié les Émiriens, nos camarades émiriens. La Et lutte puis, contre- il faut acheté, aussi signaler que la 330 MRTT a été utilisée pendant le Covid aussi pour évacuer des malades. Oui, Oui, il ça, existe c'était exactement en impressionnant version, aussi, hein. en version morphée. Ouais, On est ouais, capable c'est ça, morphée, au ouais. départ, au départ, c'était fait donc pour évacuer les blessés des hôpitaux de rôle 2 vers les hôpitaux de rôle 3. Alors rôle 2, en fait, c'est l'hôpital principal de théâtre, où l'objectif, c'est de stabiliser les blessés. Et ensuite, quand il faut qu'ils soient en fait soignés de façon plus durable, eh bien, on les emmène vers la métropole avec la 330 MRTT et le kit morphé, qui, je le précise, existait aussi sur ces 135, mais avec une capacité de 6. Là, on a une capacité de 12 par appareil. Et ça a effectivement été employé lors du Covid pour notamment rapatrier des malades gravement atteints, notamment de nos Outre-mer. Ah oui, d'accord. Un mot peut-être, sinon on va mal se faire recevoir à Mont-de-Marsan, mais il faut préciser que les Rafales venaient c'est du 230, hein, c'est ça, dans Mont-Dinémen ou ils venaient Non, non, pas en seulement. fait, non, il venait du Lorraine, il venait des Du Tigres. Lorraine, pardon, oui. Et pas ça que. reste Marsan. Pas que, non, pas que. En fait, Ouais. on avait un trio de Rafales, vous l'aurez peut-être remarqué, c'était 3 Rafales B. D'accord. Aujourd'hui, les Rafales biplaces, biplaces, donc les 3 Rafales, Celui-ci, voilà, comme celui-ci, les Rafales biplaces, c'est Saint-Dizier. Alors je parlais des équipages. Est-ce que j'ai bon sur les équipages? Non, pas bon non plus. C'est un mix J'ai un truc où je d'équipages suis bon, vous allez voir. de Saint-Dizier et de D'accord. Mont-de-Marsan. Et donc, pour ce faire, en fait, Mont-de-Marsan a échangé un biplace contre un monoplace avec Saint-Dizier. Le biplace s'est mis en place à Mont-de-Marsan. Les 2 biplaces, pour faire les 3 avions, ont décollé de Saint-Dizier. Le 3e biplace de Mont-de-Marsan. Les 2 A330 quand on est parti de Istres, et on s'est tous rejoints au-dessus de la Corse, au-dessus de cette belle base de Solenzara que j'ai eu l'honneur de commander, et on est parti pour le périple via l'Inde, l'Australie, vers la Nouvelle-Calédonie. Attendez, j'ai un truc où je suis sûr que je suis bon. On l'a pas précisé, c'était le premier atterrissage de Rafale en Nouvelle-Calédonie quand même. En fait, c'était, là vous êtes même excellent, Ah. mais c'était... Ne le flattez pas parce Non, que Coefficient 8 sur la dernière question. ça Ouais, va, c'est ça. Et en fait, je serai plus précis Avec que, cette anecdote, que votre oui. assertion. En fait, non seulement c'était le premier atterrissage d'avions de chasse sur la Nouvelle-Calédonie depuis 1942. Mhm. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la dernière fois qu'il y a eu des avions de chasse en Nouvelle-Calédonie, c'était à partir de 1942, des avions de chasse américains. Si on fait un peu d'histoire, le général de Gaulle, les forces françaises libres, en fait, le premier territoire ultramarin à avoir rejoint le général de Gaulle, c'était la Nouvelle-Calédonie. Et donc les Américains l'ont très rapidement utilisé comme porte-avions, comme ce fut le cas avec la Corse. La Corse, premier département de France métropolitaine libéré en 1943. Quand j'étais en Corse, on a fêté les 70 ans de la libération. Je n'avais pas souvenir d'avoir appris ça quand j'étais gamin à l'école. Ouais. Mais bon, c'est un fait. Et donc c'était effectivement la première fois que des avions de chasse à réaction se posaient sur la Nouvelle-Calédonie, et en l'occurrence, le nec le plus ultra de notre industrie, le Rafale. Alors les Américains, je crois, parlaient de l'USS Corsica, hein, puisqu'ils l'avaient baptisé C'est ça. comme un porte-avions, Exactement. US Ship. Et puis, dernier mot sur la Nouvelle-Calédonie, vous avez quand même réussi l'exploit de mettre un pilote d'origine néo-calédonienne aux Oui. commandes du Rafale qui s'est posé à la Tontouta. Exactement. Un jeune, en fait, qui a fait ses études et qui a toute sa famille qui habite en Nouvelle-Calédonie, qui a passé son bac en Nouvelle-Calédonie et qui donc est venu en métropole pour devenir pilote de ligne. Bon, chacun son choix. Hein. Et puis, je crois qu'à un meeting du côté d'Agen, il a rencontré, je crois que c'était le Rafale Solo Display, si je ne me trompe pas. Et puis, il a dit, c'est finalement ça que je veux faire.
Et puis donc donc il est rentré dans l'armée de l'air, officier sous contrat, donc il n'est pas passé par l'école de l'air et de l'espace, mais officier sous contrat, est passé donc par la formation pilote de chasse, est arrivé à Mont-de-Marsan, donc chez les Tigres, au Lorraine. Il venait juste de passer pilote opérationnel, donc a pu se déployer dans le cadre de cet exercice et retrouver sa famille. Et il a d'ailleurs été accueilli par son papa et sa maman à l'atterrissage à Nouméa. Au pied de l'avion. Exactement. Ouais, très Jolie chouette. histoire. Très chouette. On encourage toujours le chat à réagir sur les aspects logistiques, sur les aspects opérationnels. Je pensais à ce raid donc, effectué à l'arrivée sur le territoire. Donc c'est 2 heures d'exercice. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Bon, en fait, oui, l'objectif en fait, c'était de préparer l'espace de bataille interarmée pour conduire une hypothétique opération amphibie. Et pour ce faire, au nord de l'île, on avait imaginé dans le scénario découvert une batterie de missiles anti-navires qu'il fallait absolument détruire et qui aurait pu nous empêcher de conduire cette opération amphibie. Derrière tout ça, donc il y avait la destruction de cette batterie anti-navire, et puis il y avait la prise d'un terrain pour le sécuriser et ensuite faire un pont aérien pour appuyer cette opération amphibie. Donc tout l'objectif de la mission était en fait de détruire avec des scalps après accord politique de Paris, d'où l'importance d'être connecté avec Paris et avec Lyon pour que les pilotes aient le verre politique pour pouvoir tirer des scalps, parce que je rappelle que le scalp a beau être un missile de croisière dit conventionnel, c'est avant tout une arme stratégique. Et donc en général, quand on les utilise, il faut un verre politique parce qu'on les utilise dans certaines conditions, donc ce qu'on a obtenu. Et puis derrière, on a déroulé le scénario avec simulation de brouillage, incursion de forces spéciales au plus près du terrain, de manière à sécuriser ce terrain, largage de parachutistes avec A400M et CASA des forces armées de Nouvelle-Calédonie. La 400M qui a largué nos parachutistes était la 400M de la mission Pégase, qui a fait un petit crochet vers la Tontouta, qui a chargé les parachutistes du régiment du RIMAP, du régiment donc d'infanterie de marine parachutistes de Nouvelle-Calédonie, pour les larguer au nord de l'île. Et puis on a continué le scénario jusqu'à la sécurisation du terrain, et puis ensuite le retour vers la Tontouta. Ouais, et donc on a vraiment utilisé du multichamp, du milieu aérien, du milieu terrestre, du milieu naval, du brouillage, de l'espace, du cyber, de l'informationnel. Voilà. Donc on s'y entraîne et chaque année on essaye de faire mieux en fait. Et donc là, j'imagine que le retour d'expérience est énorme sur des missions comme ça. C'est des éplucher toute la séquence. Oui, le retour d'expérience, il est énorme au point de vue des opérations, mais il est aussi énorme du point de vue de la fatigue des équipages et savoir jusqu'où on peut aller, et notamment jusqu'où on peut aller en termes de normes de sécurité. Et normalement, ce ratio entre temps de repos et temps de service des équipages, notamment de transport. Donc il y a tout un tas d'études qui, suite à FR-Wakea, mais aussi Pégase, parce que je rappelle aussi que Pégase, on a fait 2000 km de plus en distance que FR-Wakea. Le raid de la France vers la Polynésie était de 16 000 km, là on a fait 18 000 km. Voilà. Et donc on a un impact forcément sur tout ça. On a un impact aussi sur la logistique, parce qu'une des contraintes qui m'était imposée, c'était un déploiement en autonome, c'est-à-dire en aucun cas ne faire appel d'un point de vue logistique à de l'affrètement. Pourquoi ça ? C'est très simple, quand on regarde d'un point de vue contextuel. On a fait ça au mois d'août dernier. On sortait juste de l'opération Marne. L'opération Marne, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette opération, mais en fait, c'était la décision politique du président Macron de sortir toutes les forces armées du Mali, et donc de dire qu'à partir du moment où j'annonce le retrait des forces armées du Mali, le 17 février, 6 mois plus tard, il n'y a plus aucun militaire français au Mali. Et donc, ça s'est matérialisé sous le nom d'une opération de désengagement, nom de code Marne. Et donc, en fait, pour désengager toutes nos emprises militaires, on a utilisé du transport aérien, du transport terrestre. Et donc, nos avions ont été engagés jusqu'au 15 août. Je pense à 400M, je pense MRTT, dans la manœuvre logistique pour vider toutes les emprises militaires françaises au Mali. La dernière en date étant Gao, la plus importante. Et puis, entre le moment où on m'a donné la mission en décembre et puis le moment où je l'ai réalisée, il y a eu le 24 février.
Le 24 février, je crois que les Russes sont rentrés en Ukraine. Et du coup, nous, on a participé. 6 heures après, il faut savoir que les premiers Rafales équipés de Météor volaient dans le ciel polonais, dans le cadre des missiles RR, dans le cadre des mesures de réassurance, dans le cadre du renforcement de la posture défensive et dissuasive de l'OTAN. Et donc 6 heures après, nos premiers avions étaient sur le flanc est de l'Europe. Et donc aujourd'hui, on a ensuite déployé nos forces armées, que ce soit dans les pays baltes, je pense à l'armée de terre, mais aussi en Roumanie. Derrière, ça nécessite des moyens. Et donc, en fait, j'ai été contraint en termes d'avions logistiques qui pouvaient accompagner en fait le raid. Et surtout, on m'avait imposé de démontrer qu'on était capable de se déployer en Indo-Pacifique de manière autonome. Et donc, il a fallu que je calcule, d'un point de vue logistique, en fait, le volume de pièces détachées que j'allais déployer au plus juste. Et pour ce faire, aujourd'hui, on prend l'avion le plus dimensionnant que le Rafale, c'est normal, c'est l'avion qui tombe en tant qu'avion de chasse, c'est l'avion qui a le plus de chances de tomber en panne. Et donc, aujourd'hui, on travaille beaucoup, nos techniciens, avec les statistiques. On regarde en gros, d'un point de vue statistique, par rapport au volume d'heures de vol qu'on a prévu de faire, quelles sont les chances de panne, et on va construire notre lot logistique grâce à ça. Et du coup, en fait, on s'est déployé très léger, très agile, 150 mètres cubes, 30 tonnes, ce qui n'est pas beaucoup en fait, quand on part pour cette semaine. Et surtout, on a employé un concept logistique assez innovant qui était le concept de hub logistique sur Darwin. C'est-à-dire qu'on a fait de Darwin, avec l'accord des Australiens, parce qu'il faut savoir qu'on a, depuis un certain temps, un accord mutuel de soutien logistique qui a été signé entre nos autorités politiques et qui nous permet de stationner de nous prêter la main quand nous le déployons en Australie, quand eux se déploient en France. En fait, de pouvoir faire ce hub logistique sur Darwin et ensuite de rayonner en étoile. C'est-à-dire un stock de pièces détachées. Un stock de pièces détachées avec des techniciens, avec des gestionnaires logistiques. Et puis, du coup, quand on est arrivé en Nouvelle-Calédonie, on n'avait pas toutes les pièces avec nous. En revanche, on savait que si on avait un petit lot technique qu'on avait dans la 400M d'accompagnement et dans le MRTT d'accompagnement, si on avait une panne, on regardait si on avait ça en stock. Et si on n'avait pas en stock, hop, on regardait, on l'a dans le hub à Darwin. Un petit coup d'A400M, je rappelle un 400M, Mach 0,72, ça vole très vite. Et aujourd'hui, l'A400M confère à l'armée de l'air une dimension encore plus mondiale parce qu'il nous permet de faire des miracles d'un point de vue logistique. Et donc ce hub, il est resté ensuite pendant tout le déploiement. C'est-à-dire qu'après Pitch Black, on est allé en Indonésie, à Singapour. On s'est ensuite posé aux Émirats Arabes Unis pour utiliser notre point d'appui que les armées disposent sur Al Dhafra depuis 2008. Et en fait, ce hub logistique nous a soutenus jusqu'à notre arrivée aux Émirats Arabes Unis. Quand les avions sont posés aux Émirats Arabes Unis, en fait, on pouvait s'appuyer sur la BA 104, la base aérienne 104 d'Al Dhafra. On a fermé notre hub logistique et ensuite on est rentré en France. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de pousser nos opérationnels et nos techniciens à se déployer légers et agiles. Alors cette approche statistique, donc où on dit les pièces on regarde le passé récent, les pièces qui ont le plus de chances d'être demandées, c'est celles qu'on prend dans la plus grande quantité. Ça a marché ? Ça a marché. Et puis ensuite, derrière, il faut aussi avoir une chaîne logistique en back-office, le back-office étant la France, qui soit hyper réactive. Et aujourd'hui, on a eu, bien évidemment, je vous mentirais si je vous disais qu'on n'a pas été obligé de mettre en œuvre des procédures de aircraft on the ground. Alors, je ne sais pas si tous nos viewers sont familiers avec ce qu'est une procédure aircraft on the ground. C'est-à-dire, vous avez une panne, vous regardez dans votre lot. AOG en bon français. Voilà, AOG. Vous regardez, j'ai pas dans mon lot. Aïe, du coup, il faut que je fasse venir la pièce de France. Et donc, du coup, on regarde et puis on fait venir la pièce de France. Petite anecdote, je vais vous donner une petite anecdote assez sympathique. J'ai un avion, un Rafale, qui a eu un problème de bec. Donc on regarde. Bec, c'est ce qu'il y a sur de bord d'attaque, et qui permettent, en se déployant à l'avion, d'avoir plus de portance, notamment à faible vitesse ou haute altitude ou en manœuvre de combat. Donc là, en fait, il fallait un lot de 5 à 6 pièces avec un poids de 60 kg. On ne l'avait pas dans le magasin, dans le hub logistique. Donc on a regardé, c'était disponible en France, bien évidemment. Et ensuite, il fallait voir comment on allait faire pour acheminer ces pièces-là. En autonome, toujours uniquement avec les moyens de l'espace. On a un contrat avec une société que je nommerai pas là, mais on avait vraiment une contrainte de temps parce qu'en fait, la semaine suivante, on avait une grosse mission et on avait besoin des 3 Rafales.
Et là, on a regardé. Et au moment où la panne est arrivée, on avait le ministre de la Défense australien qui était en visite officielle en France. Et en fait, on a regardé, on a contacté, on a demandé si on pouvait charger la pièce dans son MRTT. Parce que son avion, l'avion gouvernemental est un MRTT, aménagé en VIP, qui est aussi capable de faire du ravitaillement et du transport. C'est comme si l'avion du président Macron était capable de faire la même chose. Aujourd'hui, le président Macron a un A330. Les Australiens, eux, ont le 7e A330 de leur flotte, MRTT, est capable de faire ça. Il s'était posé à Albert parce que le ministre Richard Marles voulait rendre hommage aux soldats australiens tombés sur le champ de bataille en France pendant la Première Guerre mondiale. Albert dans la Somme, c'est ça? Oui, c'est ça. Son grand-père avait participé au combat. Donc, on a demandé si on pouvait charger en fait, la pièce. Il nous a dit oui. Il nous a emmené la pièce à Melbourne. Donc une fois qu'on est à Melbourne, pour aller à Darwin, il reste encore 5000 km. Là, on a regardé et là, on a joué d'une chance énorme. C'est parce que, déjà, je connaissais, de par une scolarité que j'ai fait en Angleterre à l'école de guerre britannique, l'Australien qui s'occupait de la logistique à Canberra. Et on a profité du fait qu'il y avait la VIP Week de l'exercice Pitch Black. Et donc, que le chef d'état-major de l'armée de l'air australienne se déplaçait vers Darwin depuis Melbourne, et on a pu charger les pièces dans son Falcon, parce qu'il vole en Falcon. Et la pièce est arrivée un dimanche à 16h, et l'avion était réparé à 22h. Et donc, up and running pour la mission du lendemain. Voilà. Et entre-temps, j'ai pas dit, hein, la panne s'est déclarée le mercredi, et donc on a fait des prouesses, mais on a aussi joué un peu de chance, on l'a peut-être aussi un peu provoqué. Oui, là, c'est ce qu'on appelle provoquer la chance, tout à fait. Ça. Bien joué, une belle histoire franco-australienne qui met du baume au cœur sans doute de ceux à qui l'affaire des sous-marins avait fait mal. Donc la France et l'Australie coopèrent très bien. Celle-là, c'est pas moi qui l'ai faite. Là, j'y suis pour rien. C'était pas une blague. Donc belle histoire franco-australienne. Est-ce qu'on peut parler du travail avec des aéronefs d'autres pays Donc pour parler de coopération, je dirais pas inattendue, mais c'est pas celle qu'on attend en premier. Donc coopération entre des Rafales et des F-35 par exemple. Je ne sais pas si ça ferait plaisir à Éric Trappier de dire que les Rafales travaillent bien avec les F-35. Au contraire, il le revendique. Hein. Il le faut, bien sûr. Il le faut dans le cadre du développement de l'interopérabilité. Alors comment ça s'est passé ? Aujourd'hui, déjà, on a parlé de la projection de puissance vers la Nouvelle-Calédonie, qui était la première phase de Pégase. La deuxième phase, c'était effectivement la participation à l'exercice majeur Pitch Black, qui est un exercice qui est organisé tous les 2 ans par les Australiens, depuis 1981. Donc au départ, c'est un exercice pour s'entraîner à la guerre de haute intensité. Les premiers étrangers à avoir été invités à cet exercice, l'armée de l'air américaine en 1983. Et la France, elle, participe à cet exercice de façon très, très, très régulière depuis 2004. Le premier escadron à avoir participé en fait à cet exercice en Australie, c'était un mix d'escadrons de Mirage 2000-5 de Dijon, un mix entre le 1-2 Cigogne, cher à mon cœur, et le 2-2 Côte d'Or. Voilà. Et après, la France a toujours participé à Pitch Black, sauf à l'unique édition qui a été annulée pour cause Covid en 2020. La personne n'a participé. Et donc là, on reparticipait dans un cadre qui permettait aussi de bien illustrer la redynamisation de la coopération franco-australienne du point de vue politique. Vu que, je le rappelle, le président Macron et le Premier ministre australien se sont vus en début juillet. Et donc, c'était aussi pour les armées, de bien illustrer la redynamisation de cette coopération militaire après l'affaire des sous-marins. Et donc Pitch Black, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est un exercice qui nous permet de nous entraîner à la haute intensité, en zone Indo-Pacifique. Alors vous allez me dire, mais vous pourriez faire la même chose en Europe. Oui, on fait la même chose en Europe. On vient de le faire avec Volfa, qui a eu lieu entre le vol des forces aériennes, qui a eu lieu dans le sud-ouest de la France, pour ceux qui suivent, en septembre et en octobre. Mais là, l'avantage de le faire en Indo-Pacifique, c'est qu'on va le faire avec le partenaire australien. On s'entraîne quand même pas tous les jours avec le partenaire australien, mais aussi avec les armées de l'air singapouriennes, que nous connaissons parce qu'en fait, l'armée de l'air singapourienne a, pour ceux qui ne le savent pas, une école de formation au pilotage de chasse sur la base aérienne de Cazaux, donc au sud-ouest de Bordeaux, depuis maintenant 24 ans. Sauf qu'on ne fait pas beaucoup d'interactions tactiques avec cette armée de l'air singapourienne. Et puis, ça nous permet de nous entraîner avec des armées de l'air comme l'Inde, avec qui on s'entraîne beaucoup. Preuve en est Garuda, mais je crois que l'un d'entre nous a eu la chance d'aller en Inde il y a pas très très longtemps. C'est du talent, c'est à ce niveau-là. Voilà. Et puis avec des armées de l'air avec lesquelles on s'était jamais entraîné. Japon, Corée du Sud. On s'était jamais entraîné avec des pilotes
coréens et japonais. On voit qu'il y a quand même un énorme tropisme vers la zone Indo-Pacifique. Il y a eu la visite de notre ministre de la Défense, enfin des Armées aussi récemment. C'est pas innocent tout ça quand même. La France a des territoires, elle a des populations dans le Pacifique, et puis il y a un ogre aussi qui fait peur à tout le monde. Voilà, quand on dit Indo-Pacifique, est-ce que c'est pas une façon diplomatique de parler de la Chine sans la nommer? Non, c'est enfin, déjà, le fait que la France aille en zone Indo-Pacifique de manière régulière, petit 1, ça fait partie de la stratégie Indo-Pacifique, qui a été donc publiée par nos autorités politiques en 2019. Ensuite, l'Union européenne a emboîté le pas. C'est tout frais quand même. Voilà, c'est tout frais. Je rappelle aussi que quand même la France est une nation du Pacifique. Aujourd'hui, je vous ai parlé de Nouvelle-Calédonie, je vous ai parlé de Polynésie, on est quand même riverain de l'Indo-Pacifique. Et quand vous discutez avec un Australien qui habite sur la côte est de l'Australie, il va vous dire, mon voisin le plus proche, c'est la France. C'est quand même la Nouvelle-Calédonie. Et ça, les gens, je pense, n'en ont pas forcément conscience. Et puis, donc, cette stratégie Indo-Pacifique, en gros, l'idée, c'était de dire, on va augmenter nos déploiements militaires de manière à montrer qu'on est souverain, qu'on protège nos citoyens partout dans le monde. Je rappelle que dans cette zone, 1,6 million de Français habitent, de ressortissants français habitent, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, certes, mais dans les pays de la sous-région. Zone économique exclusive, 9 millions de kilomètres carrés. C'est quand même énorme. Et donc aujourd'hui, on a quand même aussi intérêt à protéger nos intérêts, et on le démontre au travers de ces déploiements, qui sont soit conduits par l'armée de l'air, dans le cadre de Pégase, des Pharaoka, mais aussi par la marine. Je rappelle qu'il y a quand même des unités précieuses de la marine, que sont le groupe Jeanne d'Arc, mais aussi les frégates multimissions, mais aussi les frégates de surveillance qui sont déployées soit en Nouvelle-Calédonie, soit dans le Pacifique, qui naviguent dans les eaux du Pacifique, dans cette région-là. Et donc, on a quand même, nous aussi, intérêt à montrer qu'on est capable de faire. Et puis, c'est aussi envoyer un message à nos compétiteurs, vous en avez nommé un, à nos alliés, qu'ils soient américains, qu'ils soient australiens, indonésiens, singapouriens, et à nos partenaires, que la France est une puissance militaire fiable et crédible. Ça, c'est quand même très important. Que la France est aussi engagée dans la sécurité et la stabilité de la région. Et puis, le dernier, mais pas des moindres, le fait que la France, d'un point de vue politique, elle est attachée à la liberté de navigation. Et qu'en gros, on ne peut pas nous empêcher, au travers d'ADIZ qui pourrait être créé ci et là de façon unilatérale, ADIZ, pardon. Air Defense Interdiction Zone, de nous empêcher de voler dans les espaces reconnus par le droit international. Et c'est aussi ça un des messages importants et forts qui est envoyé par ce type de mission-là. En parlant de messages importants et forts, donc on peut peut-être évoquer tout de suite les ambitions de l'armée de l'air qui étaient d'envoyer un très grand nombre de Rafales et d'avions de ravitailleurs et d'avions logistiques. Donc initialement, c'était un objectif qui était fixé pour 2023. On parlait de 20 Rafales. Vous voyez en 48 heures, c'est ça? En 48 heures, oui. Ce qui est énorme à l'échelle de la France. Bon, il y a un petit peu de Rolex, puisque ça a été reculé à 2025. Vous allez peut-être nous expliquer pourquoi et les ambitions de ce déploiement majeur. En fait, l'ambition du déploiement, c'est toujours, ça rejoint les 4 messages que je vous ai présentés il y a exactement 2 minutes. C'est de montrer qu'en gros, la France, elle est souveraine et qu'elle est capable de déployer de la puissance, quelle qu'elle soit, là en l'occurrence de la puissance aérienne, dans des délais très contraints. Donc c'est 48 heures, 10 000 km. C'est effectivement au départ 10 MRTT, 20 Rafales, plus derrière le nombre d'A400M adaptés. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire 10, si on fait les calculs, une dizaine, pour soutenir tout ça, sachant que si demain on le fait, derrière, on ne fait pas que pour le faire. C'est-à-dire que derrière, il faudra aussi penser à déployer des munitions. Enfin, ou en tout cas, se mettre dans la perspective de déployer des munitions. D'où le nombre d'A400M. Parce que derrière, si on se déploie, si on le fait, on le fera en guise d'entraînement, ça c'est très certain. Mais si demain on doit le faire parce qu'il y avait une crise X, Y, Z qui se développe dans la zone, il faudra qu'on puisse partir avec de quoi armer nos avions de chasse. Et donc aujourd'hui, la difficulté, déjà 2023 c'était un objectif qui avait été annoncé par le général Lavigne. Entre-temps, le contexte a quand même évolué. On a eu en plus les implications liées à l'export. Je rappelle que pour l'export Rafale, il y a un certain nombre de Rafales qui ont été pris sur les livraisons qui étaient prévues pour l'armée de l'air.
Et puis derrière, il y a ce fameux contexte d'engagement lié à l'Ukraine. Et puis, j'ai explicité le Mali tout à l'heure. Et puis derrière, il faut aussi trouver le nombre de terrains capables de nous accueillir. Parce que il y a aussi un truc aussi bête qui est les JO olympiques de 2024 qui va aussi... Voilà. Et donc les JO, en fait... vous occuper, ouais. Exactement. Et donc derrière, c'était aussi d'être en capacité de trouver les terrains qui puissent nous accueillir. Et notamment les terrains qui puissent accueillir des munitions. Voilà. Donc ça, c'est un travail qui est en cours. C'est un travail que j'ai aussi conduit quand j'étais déployé. Et puis, vous l'avez dit, on aurait pu estimer 2024. On aurait pu dire pourquoi ne pas le faire pour Pitch Black 2024, parce que c'est possible. En se déployant sur Darwin, sur Tyndall, qui est un terrain dans le bush australien situé à 350 km au sud de Darwin, et puis en allant sur Amberley, qui est à 4000 km, mais sur lequel on a déployé notre MRTT pour Pitch Black, il est possible d'accueillir les 10 MRTT, les 20 Rafales et les 10 A400M. Parce que derrière, il ne faut pas se leurrer non plus, l'avion le plus dimensionnant en termes d'accueil, c'est quand même le MRTT. Aujourd'hui, il faut quand même tout un tas de servitudes, de matériel de servitude, et puis il faut aussi des pistes qui puissent l'accueillir en termes de résistance. Donc aujourd'hui, c'est faisable. Donc on aurait pu imaginer le faire en 2024. Mais comme vous l'avez dit, encore une excellente remarque, les Jeux Olympiques. Tout à l'heure, on parlait de drones. Oui. Aujourd'hui, il faut savoir que l'armée de l'air va se voir confier la protection dans la 3e dimension des Jeux Olympiques, et notamment tout ce qui est coordination liée à la navigation des drones. Et la protection de la cérémonie d'ouverture, la coordination, la lutte anti-drone étant quand même une menace qui est prise très au sérieux. Et je passe bien évidemment la permanence en vol avec du Rafale et tous les avions de chasse. Donc on ne pourra certainement pas faire un gros déploiement Pitch Black en même temps que les Jeux Olympiques. L'intention est quand même que pour Pitch Black, on déploie plus que 3 avions, et je pense qu'un minimum intéressant serait de faire 6. L'idée serait été de battre les Singapouriens. Est-ce que vous savez combien les Singapouriens déploient d'avions, le volume d'avions déployés par les Singapouriens à chaque édition de Pitch Black? 18. Voilà, 18. Mais ça, vous le saviez déjà. Non, je ne le savais pas, mais j'avais envie de me rattraper sur Mont-de-Marsan. Donc très bien. J'ai tout donné. C'est 18. Ouais. Voilà. Alors, vous parliez des pays dans lesquels on peut se poser avec des munitions, donc des étapes possibles pour une mission de grande élongation comme ça. Alors, quels sont les pays sur lesquels on sait aujourd'hui qu'on peut compter? Vous avez mentionné l'Australie, l'Inde, on a un partenariat stratégique. Oui, aujourd'hui, on peut. À partir du moment où les munitions, de toute façon, restent dans l'avion. Après, il y a une différence entre voyager avec des munitions et ensuite décharger les munitions. Et donc, aujourd'hui, l'Inde, on regarde avec Singapour ce qu'on peut faire, sachant qu'avec Singapour, on a un accord de soutien logistique mutuel aussi. Voilà, donc ça, ce sont des études, bien évidemment, qui sont en cours. Aux Émirats, on peut se poser? Mais aux Émirats, on a une base. Donc, avec tout ce qu'il faut, je ne vous ferai pas un dessin là-dessus, parce que là, je ne peux pas en dire plus, mais il y a tout ce qu'il faut. Et entre Singapour et l'Australie, est-ce qu'il y a besoin de faire une étape? Et si oui, est-ce qu'il y a un pays qui nous permet de nous poser? Alors non, entre Singapour et l'Australie, il n'y a pas besoin de faire d'étape du tout. Il y a 4 heures de vol, à peine. Donc, c'est largement faisable avec du Rafale, de la 400M et du MRTT. Et est-ce qu'il y a des espaces aériens de pays dans lesquels on ne se pose pas, mais avec qui il faut quand même négocier? En fait, aujourd'hui, tout pays est souverain. Et aujourd'hui, le message politique, c'est la France défend la souveraineté de tous les pays. Et donc, à un moment, et chez nous, c'est pareil, quand vous devez pénétrer dans un espace aérien souverain avec un avion militaire, il vous faut une clearance diplomatique. Et donc, il faut négocier avec ces pays-là. Il y a des pays avec qui c'est très rapide et d'autres pays où il faut anticiper avec un préavis minimum de 7 jours. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est 7 jours pour certains pays de la zone. Après, on peut s'imaginer qu'en cas de crise, on arrive à négocier et à diminuer les délais d'obtention de cette clearance diplomatique. Mais effectivement, dans tout pays souverain, pour pénétrer avec des avions militaires, il faut une clearance diplomatique. C'est incontournable. Le retour d'une mission comme ça, ça se passe comment? Parce que autant quand vous projetez, vous êtes sous pression, au moment du retour, quand la mission elle se finit quand vous êtes rentré en métropole, ou elle se finit quand vous avez fini les exercices sur place? Non, la mission elle se termine quand le compte rendu a été signé par le chef de mission et envoyé au chef d'état-major de l'armée de l'air et au chef d'état-major des armées. Ça peut prendre un peu de temps. Mais non, la mission elle se termine
quand le dernier membre de l'équipe, et je rappelle qu'on a déployé jusqu'à 200 personnes en fonction de la phase, quand le dernier participant, je dis bien participant, pas le dernier matériel, le dernier homme ou la dernière femme a rejoint son domicile, c'est là où la mission se termine. Voilà, bon, et il faut savoir que, je vous parlais du hub logistique, nous on est rentré le 17 septembre, avec donc les Rafales, les MRTT et les A400M. Le hub logistique, lui, a mis quelques jours de plus pour être désengagé, notamment avec des A400M supplémentaires et des A330-200. Donc ça s'est réellement terminé, me concernant en tant que chef de mission, ma responsabilité sur cet exercice, début octobre. Voilà, et le compte rendu 1 mois plus tard. Voilà. Mais je l'ai terminé. Alors je reviens sur un point qu'on avait effleuré tout à l'heure, c'est l'interopérabilité. Donc notamment entre Rafale et F-35, donc qui sont en concurrence quand il s'agit de les vendre, et puis qui sont bons amis quand il s'agit de travailler ensemble. Concrètement, qu'est-ce que c'est l'interopérabilité ? Imaginons que vous parlez sûrement à des viewers qui ne connaissaient pas ce terme jusqu'à aujourd'hui. Expliquez-leur, qu'est-ce que c'est être interopérable ? En fait, être interopérable, on peut mettre plein de choses sous ce terme-là. Bon, il y a déjà la capacité des équipages à se comprendre. Quand il s'agit de préparer, planifier une mission, c'est-à-dire de parler le même langage. Et pour ce faire, on a un instrument magique qui s'appelle l'OTAN, qui en fait standardise la manière dont on va préparer nos missions, la manière dont on va aussi communiquer en l'air, avec des mots-codes qui sont au standard OTAN. Et vous allez me dire, oui, mais les Indonésiens, oui, mais les Japonais, oui, mais les Coréens. Mais en fait, tout le monde utilise en fait le standard OTAN, sachant que le standard OTAN est quand même largement quand même influencé par les Américains. Et donc aujourd'hui, parmi les nations avec lesquelles on a travaillé, elles utilisent en termes de phraséologie pratiquement le même jargon que ce qu'on utilise dans les pays de l'OTAN. Mais je vois que Frédéric veut réagir. Oui, pour avoir été à Garuda, on s'aperçoit... Garuda, rappelle, c'est Garuda, l'exercice franco-indien, oui. On s'aperçoit que les Indiens sont dans une situation très intéressante parce qu'ils ont un fort héritage soviétique. Ils ont bâti leur aviation moderne avec des avions et des procédures soviétiques. Aujourd'hui, ils opèrent un virage stratégique qui, à 180 degrés, se tourne vers l'Occident et vers la manière de faire de l'OTAN, mais il y a encore énormément de travail pour justement aplanir toutes les différences. Voilà, donc il y a notamment dans la phraséologie. Oui, donc il y a la manière dont on planifie, la manière dont on communique, d'accord, la manière dont on opère. Et puis ensuite, il y a, ça c'est une première partie de l'interopérabilité, je dirais, humaine. C'est quand même déjà important. Et puis qu'on arrive à parler l'anglais, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même l'anglais qui est le langage commun. Je vous dirais même que j'ai été très étonné de voir pendant Pitch Black des pilotes japonais, des pilotes coréens qui parlaient très peu l'anglais et donc qui préparaient leur mission avec un traducteur à leur côté. Ce qui est quand même très très étonnant. Mais bon, c'est culturel. Après, voilà, on respecte les cultures tout un chacun. C'est ça aussi qui fait notre force. Et puis ensuite, il y a l'interopérabilité des avions. Et en fait, savoir ce que les avions peuvent communiquer comme données entre eux. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est évidemment pour nous, armées de l'air, mais aussi pour nos alliés qui utilisent du F-35, c'est d'être en mesure de pouvoir augmenter l'interopérabilité du F-35 avec le Rafale, notamment en termes de liaison de données tactiques. Et celle qu'on utilise pour transmettre notamment nos positions, c'est la liaison 16. Et on avait jusqu'à maintenant, quand on s'entraînait avec les Britanniques et les Américains, vu donc des opérateurs de F-35 qui étaient quand même pas très chauds pour rejoindre le réseau Liaison 16. Et notre grande surprise, quand on est arrivé à Pitch Black, c'est qu'on a vu des F-35 australiens qui étaient en permanence sur le réseau Liaison 16. Donc capables en permanence de communiquer à nos pilotes de Rafale, mais aussi aux autres pilotes qui étaient sur le réseau Liaison 16, mais aussi aux structures de commandement, notamment aux avions de contrôle. Le contrôle aéroporté est effectué par un G50 singapourien, de communiquer leur position.
Et je crois comprendre aujourd'hui, au gré des exercices, parce que j'ai fait Pitch Black, mais je suis aussi responsable de la conduite d'exercices, de pas mal d'exercices à laquelle participent les unités de l'armée de l'air et de l'espace, une volonté américaine et britannique aussi, mais aussi italienne sur F-35, de développer l'emploi de la liaison 16 sur F-35. Alors quand on parle pour bien visualiser de quoi il s'agit, quand on parle de partage de position, il s'agit pour un centre de commandement, bien sûr, de savoir où sont tous les avions. Exactement. Est-ce qu'un pilote de F-35, par exemple, peut aussi avoir la position des autres avions? Exactement, et la même chose pour un pilote de Rafale. Et ça permet quoi? Ça permet de voir où sont nos amis, et que quand je vais tirer un missile qui va vite et loin comme un météore, d'être sûr que je ne fais pas un tir fratricide, et que je tire bien sur un ennemi et pas sur un ami. Et puis ensuite, de pouvoir voir si la tactique qu'on a briefée, qu'on a préparé ensemble, on l'exécute correctement. Et pour le mission commander, le pilote qui va être en charge de la mission, de pouvoir donner les ordres qui vont bien pour corriger le tir. Pour Pitch Black, une des caractéristiques de l'exercice, c'est la zone d'entraînement, elle est énorme. Elle fait 300 par 200 km. C'est le tiers de l'espace aérien français, du sol au niveau 600. Et on peut être donc 60 000 pieds, et on peut être supersonique au-delà de 10 000 pieds. Je rappelle qu'en France, on ne peut pas être supersonique en dessous de 30 000 pieds. Ce qui fait qu'en gros, c'est un terrain de jeu magnifique où on a pu faire des missions de 40 contre 40. Et je vous disais tout à l'heure qu'on s'entraînait à faire de la haute intensité. Si faire du 40 contre 40, c'est pas de la haute intensité, je m'y connais plus. 40 contre 40, oui, c'est impressionnant. Deux petites questions rapides. Est-ce que vous faisiez de l'échange de pistes radar aussi sur la L16 avec les F-35? Non, juste les positions, les PPLI, comme on dit chez nous, les positions des avions. Qu'est-ce qu'on appelle la piste radar, pardon? Ce que voit le radar. Ce que voit le radar, ce que le plan de tir et tout ça. On n'en est pas encore là. Et puis, aujourd'hui, il y a quand même un peu de confidentialité dans tout ça. Le minimum requis pour pouvoir être efficace avec ces avions modernes, c'est que chaque équipage puisse voir la position de ses coéquipiers. Ça, c'est essentiel. Notamment quand on a des avions furtifs comme le F-35. Et deuxième, pardon. Vas-y. Oui, deuxième remarque, enfin ça s'est pas vu, mais je suis tombé de ma chaise quand vous avez dit que les Japonais avaient besoin et les Coréens avaient besoin d'un traducteur. Oui. Ça semble incroyable, et puis on souhaite bon courage aux Américains qui sont et en Corée et au Japon. Comment ils font pour ça, je leur ai pas posé la question, mais je pense qu'ils travaillent ensemble. Est-ce qu'ils travaillent chacun de leur côté? Je pense qu'ils travaillent ensemble. Alors peut-être que j'avais affaire à des équipages qui étaient moins aguerris en anglais, mais non, on a vu des difficultés de langage de la part de nos collègues. Ouais, de nos collègues japonais. Bon, après pourtant, ils sont sur avions américains aussi. Oui, pourtant. Mais après, ce qu'on a vu aussi sur Pitch Black, c'est qu'au départ, on a eu, comme je disais, on s'entraînait avec des armées de l'air avec lesquelles on n'avait pas l'habitude de s'entraîner. Alors, s'entraîner avec un Australien, oui, on s'entraîne pas beaucoup avec eux, mais ils parlent l'anglais, ils ont le même standard que nous. Les Singapouriens, la même chose. Les Anglais, parce que donc il y avait des Britanniques, il y avait des Américains, la même chose. Les Américains venaient tous du Japon. Mais ensuite, avec Coréens, Japonais, Indiens, qu'on connaît bien aussi, je parle des Indiens, effectivement, au départ, les missions étaient, l'exécution de la mission, c'était un peu balbutiant. Lorsqu'on donnait une mission au Mission Commander, c'était un petit peu compliqué pour planifier, mais on a vu après 2 semaines, si vous voulez, c'est ça la beauté aussi de pouvoir s'entraîner ensemble en milieu fermé. Au bout de 2 semaines, c'est devenu d'une fluidité remarquable et d'une efficacité remarquable. Et donc, c'est très important de pouvoir s'entraîner de façon régulière. Aujourd'hui, on le fait tous les 2 ans, en multilatéral comme ça. Avec les Indiens, on le fait plus souvent, vu qu'on fait Garuda 1 fois par an. Et on va en Inde 1 fois, ils viennent en France 1 fois. Cette année, c'était l'édition où on est allé en Inde et Frédéric a eu la chance d'aller en Inde. Mais on a vu, comme on dit chez nous, une courbe de progression exponentielle chez nos équipages pour pouvoir opérer ensemble avec des gens de cultures différentes. Et ça, c'est vraiment une des leçons principales que j'ai ramenées notamment de cet exercice-là. Leçon humaine. Oui. Le chat réagit avec une question technique pour le coup. Liaison 16, est-ce qu'une remplaçante de la liaison 16 est déjà à l'étude? Alors, liaison 16, il y a la liaison 22. Qui est dans les cartons déjà depuis longtemps, puisque moi je fais de la liaison 16 depuis 1998. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Il n'y avait pas de liaison 16 sur avion de chasse dans l'armée de l'air? Mais non, mais il a été précisé ou pas dans ma biographie que j'ai fait 3 ans d'échange sur Tornado F3 en Angleterre, de 1998 à 2001. Et une des raisons pour laquelle je voulais aller voler sur Tornado, c'était pas grâce aux capacités de manœuvre du Tornado, surtout quand on vient d'un Mirage 2000, mais c'était pouvoir justement participer, voler dans un avion avec une avionique moderne. Parce qu'en fait, les Anglais ont de la liaison 16 depuis 87, de la liaison de données depuis 87. L'AMRAAM arrivait
donc ce missile aérien américain, arrivait sur Tornado, et nous, nos premiers Tir-5 arrivaient dans l'armée de l'air. Et donc, Mirage 2000-5. Et on parlait déjà en 98 de l'arrivée de la liaison 22, qui aujourd'hui est encore dans les cartons, mais n'est pas en service opérationnel. Et aujourd'hui, c'est bien la liaison 16 qui est le vecteur de l'interopérabilité entre nos vecteurs, mais pas que, mais aussi entre nos vecteurs, les stations de contrôle et les moyens de contrôle aéroportés. On a fait grand cas là, dernièrement de cette histoire de pilotes occidentaux en Chine, en oubliant un petit peu au passage que l'Australie aussi est un très grand consommateur de pilotes étrangers. Les pilotes occidentaux en Chine, pour rappeler l'épisode, qui auraient divulgué des informations. Non, qu'on aurait pu soupçonner ou dont on aurait pu craindre qu'ils divulgassent. Qu'il divulgue. Je t'admire. Ouais, c'est pas très propre. Qu'il divulgue des informations, mais bon, c'était un procès d'intention jusque-là. Mais toujours est-il que voilà, on s'est un peu offusqué de cette présence de pilotes occidentaux en Chine. Et donc, je rappelais que l'Australie aussi fait appel à beaucoup de pilotes étrangers occidentaux pour garnir ses rangs. Est-ce que vous en avez vu, vous, sous les couleurs australiennes, Alors moi, j'ai vu d'autres nationalités? Moi, j'ai vu des pilotes du Commonwealth. En fait, aujourd'hui, il faut savoir que dans le Commonwealth, que vous soyez en Australie, que vous soyez dans la Royal Air Force, vous avez des ressortissants du Commonwealth qui peuvent rejoindre les armées de l'air. Donc, je ne sais pas, vous êtes sud-africain, vous êtes australien, vous avez envie de travailler dans la Royal Air Force, vous pouvez. Et donc, vous pouvez rejoindre la Royal Air Force. Et c'est la même chose, en fait, pour la Royal Australian Air Force, puis pour les forces armées australiennes. Vous êtes britannique, vous êtes sud-africain, vous pouvez, si vous le voulez, rejoindre l'armée de l'air australienne. Mais il faut devenir australien. Ça, c'est pas à la carte. Donc j'ai effectivement rencontré notamment le général qui s'occupe des relations internationales au sein de l'état-major de l'armée de l'air australienne, qui est un ancien pilote de Tornado britannique que j'avais croisé à Marham dans le début des années 2000 et qui a décidé, pour des raisons qui lui étaient propres, de s'expatrier en Australie. Donc oui, j'en ai vu. Les Canadiens sont dans la même dynamique. Il n'y a pas que les plombiers au Canada, il y a aussi les pilotes de chasse. Exactement. Est-ce qu'on peut revenir une étape en arrière, c'est-à-dire côté Inde, et est-ce que Frédéric, tu peux nous parler des négociations en cours pour d'autres ventes de Rafale en Inde? D'abord, je vais retomber sur mes pieds parce que quand je parlais de Marsan, je pensais à Garuda en fait. Alors là, on est d'accord. Là, c'est mon Marsan quand même qui participait à l'exercice. Voilà. Bon. Il essaye de se rattraper aux branches. Oui. Alors, écoutez, moi, ce que j'ai vu en étant en Inde, c'est que les Indiens ne parlent pas des trains qui arrivent à l'heure, et donc ils parlent assez peu d'une manière générale. C'est compliqué de les faire parler, mais ils ont l'air très contents du Rafale, et donc ils n'ont pas de récrimination particulière à l'endroit de l'avion. Ils en sont très contents parce que d'abord, c'est un avion qui répond aux spécifications. Ils ont ce qu'ils ont acheté vraiment, et puis c'est surtout que ça introduit chez eux une révolution des mentalités. Ils ont, comme je le disais tout à l'heure, ils ont bâti leur force aérienne sur des avions russes à l'origine, soviétiques puis russes, et là ils apprennent vraiment à travailler à l'occidental avec le Rafale, et ça change énormément de choses. Ça change par exemple la vie du pilote à bord qui a des capteurs beaucoup plus performants, qui apprend à gérer lui-même ses situations tactiques sans arrêt, sans avoir à demander au contrôleur d'interception ce qu'il doit faire. Et ça, c'est vraiment une révolution des esprits. Et ce que me disaient les pilotes français pendant Garuda, c'est qu'ils ont pu mesurer que les primo-formés, les pilotes indiens formés en France avaient su ramener en Inde les bonnes pratiques, les bonnes méthodes d'utilisation de l'avion et les transmettre à leurs collègues. Ça, c'est un point très important. Alors, partant de là, il y a eu cette conférence de presse commune entre les chefs d'état-major de l'armée de l'air, entre le général Mills et puis son homologue indien. Et effectivement, l'homologue indien a dit au micro, mais j'avoue que je n'ai pas très bien compris, j'écoutais pas en fait, je faisais des photos. Et il a parlé de son besoin de 4-5 escadrons supplémentaires, donc de facto d'une centaine d'avions supplémentaires. Savoir s'il parlait d'un avion générique ou s'il parlait du Rafale, pour moi c'est un petit peu flou, je pense pas que... Bon. Mais donc il y a ce besoin de l'Air Force. L'Air Force a goûté au Rafale et de toute évidence a envie d'en avoir plus. Donc ils en ont déjà combien environ en opération? 36 qui ont été livrés, 2 escadrons de formés. Et donc il y a ce besoin, cette envie de l'Air Force d'en avoir plus. Et puis il y a aussi ce programme de la marine indienne d'équiper son nouveau porte-avions
d'avions de nouvelle génération pour lequel le Rafale est en compétition avec le Super Hornet américain. Pour une trentaine d'avions, 37, enfin le chiffre est assez fluctuant. Alors entre-temps, on a le chat qui revient sur l'interopérabilité. La zone aéro qui nous demande, la zone aéro qu'on salue d'ailleurs, et qui nous demande si l'interopérabilité est une sorte de SOP, donc je crois que c'est le Standard Operating Procedure militaire international. Est-ce qu'on peut définir? Oui, on peut. Enfin, c'est une forme de définition. Est-ce qu'il y a une demande d'information ou une demande de proposition, une RFP, qui a été faite par les autorités indiennes récemment pour plus de Rafale? Est-ce qu'il y a un besoin formel qui a été exprimé? Côté armée de l'air, je crois pas. Là, j'ai envie de dire, je parle sous votre contrôle. C'est pratique, mais je crois pas. Non, il y a un programme en cours pour la marine, avec des expérimentations qui ont lieu. Le Super Hornet est passé sur le tremplin. Parce que la difficulté, effectivement, l'exigence des marins, c'est que le porte-avions indien ne sera pas équipé de catapultes. Donc les avions doivent décoller par leurs propres moyens, sous leur propre puissance, avec un tremplin. Donc. Et la grande inconnue, le test phare, c'est de savoir jusqu'à quelle masse peut décoller un Super Hornet ou un Rafale, avec quel armement, avec combien de carburant à bord. Sachant que le Super Hornet est plus puissant, mais il est aussi beaucoup plus lourd que le Rafale. Donc voilà, il y a des calculs très fins à voir. Après, derrière ça, il y a toujours des enjeux politiques, il y a des enjeux industriels. Est-ce que les Indiens vont jouer la carte de la synergie entre l'Air Force, qui a déjà des Rafales, et la marine qui en aurait? Enfin voilà, ce sont des questions passionnantes. Pour les besoins de la marine indienne, le gouvernement en est-il au stade de la demande d'information ou au stade de l'appel d'offres? En général, peut-être qu'ils ne raisonnent pas comme ça, peut-être qu'ils n'ont pas ce genre de processus très formel. Pour moi, il y a des essais qui ont été faits. C'est très formel. Aujourd'hui, c'est très formel, vu qu'il y a un Rafale marine qui est parti en Inde pour justement... Je pense qu'on est au-delà du RFI. On est au-delà du RFI. Je pense qu'on est même dans le processus final, de sélection, de choix. Au-delà du RFP aussi, oui. Merci pour la clarification. Merci pour la question, surtout. Est-ce qu'on peut clore ce chapitre? Est-ce que tu as d'autres... Non, je ne veux pas le clore, je voudrais présenter quand même... Oui, si on peut, c'est le bon moment. Je t'en prie. Ce livre. Voilà. Il va falloir que tu lises le titre, parce qu'on ne le voit pas bien. Géopolitique de la projection aérienne française, d'Yvan Sand. Yvan Sand, c'est un capitaine du CESA, bien sûr, du Centre d'études stratégiques aérospatiales, docteur en géographie. Et ça, ce livre est tiré de sa thèse de doctorat. Le titre, alors c'est un pavé de 500 pages, écrit petit, caractère 10, mais c'est passionnant. Le titre, mais il y a le titre géopolitique dedans, il y a projection, il y a aérien, donc il y a 3 mots-clés qui sont passionnants. Et ce livre pose des questions et répond aux questions du rang de la France, de ses ambitions internationales, et derrière tout ça, des moyens aériens dont on peut disposer pour en faire bon usage. On dit que les pilotes de chasse font du bruit et les bombardiers font l'histoire. Là, en lisant ce livre, on a presque envie de dire que les pilotes de chasse font du bruit et que les pilotes de transport et de ravitailleurs font l'histoire, quoi. Mais je dirais tout le monde fait du bruit et tout le monde fait l'histoire. C'est juste parce que vous êtes là. Voilà. C'est votre livre de chevet, non? Non, parce qu'il est... Il est tout frais. Il est tout frais. Je ne l'ai pas encore lu, mais bon, voilà. Il est tout frais. Je ne vous le prêterai pas, on n'est pas chez Pivot, je ne vous le donnerai pas à la fin parce que j'ai envie de le lire. Lisez-le, et puis vous me ferez une synthèse. Ça sera sur Aérobuzz. Très bien. Et donc, il s'agit du Centre d'études stratégiques aérospatiales, et on le trouve à la documentation française. Voilà. Et juste une citation qui est dans la préface du général de Rancourt, que je salue au passage, et qui dit qu'on n'est pas un acteur géopolitique sans capacité de projection. Exactement, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, derrière cette projection que l'on fait de manière récurrente en zone Indo-Pacifique, derrière on sert un message, et le message, je vous l'ai rappelé, et on est dans ce qu'aujourd'hui on appelle communément de la diplomatie de la puissance aérienne. Aujourd'hui, on a beaucoup entendu parler chez nos camarades marins de diplomatie navale. Aujourd'hui, ce genre de projection, on est complètement dans la diplomatie de la puissance aérienne. On a parlé de la Nouvelle-Calédonie, on a parlé de l'Australie. On a aussi fait 2 étapes valorisées, la première en Indonésie et la seconde à Singapour. Sur le chemin du retour. Sur le chemin du retour, là, on était aussi complètement dans le partenariat bilatéral et on était complètement dans la diplomatie de la puissance aérienne avec
des activités menées sur 4 lignes d'opération concomitantes, démonstration de nos savoir-faire industriels, opérationnels, des actions vis-à-vis de nos ressortissants. J'ai dit 1,6 million de ressortissants qui habitent dans la zone. Donc, en gros, qu'ils voient un peu ce que l'armée de l'air et de l'espace opère comme trinôme d'une redoutable efficacité. Et puis, bien évidemment, l'entraînement bilatéral avec les Indonésiens et les Singapouriens. Le trinôme, je le rappelle, c'est le Rafale, le MRTT et la 400. C'est ça. Le trio gagnant. Qui donne des ailes nouvelles à l'armée de l'air et de l'espace. Exactement, qui la rend encore plus mondiale qu'elle n'était aujourd'hui. Terminons ce chapitre sur ce jump site avec une demande personnelle pour vous, un souvenir de jump site. Avez-vous un souvenir de jump site à partager avec nous? Jump site, donc je rappelle ce siège. Alors dans l'aviation civile, c'est le 3e siège du cockpit. Dans l'aviation militaire, je vous laisse nous décrire. Alors en fait, c'est lié à un backseat que j'ai fait en 1996. Alors que j'étais jeune sous-chef de patrouille, sous-chef de patrouille Kesako, au 1-2 Cigogne, sous-chef de patrouille, leader d'une patrouille de 2 avions dans la mission principale, défense aérienne, et dans la mission secondaire de l'unité, l'attaque au sol. Et puis, si vous vous souvenez bien, 1989, le mur de Berlin chute. 1991, l'Union soviétique tombe, et puis les pays satellites s'ouvrent à l'ouest, avec ensuite une possibilité de retisser des liens avec la Pologne. Le 1-2 Cigogne était un escadron qui était jumelé avec une unité polonaise, stationnée sur la base de Minsk Mazowiecki. Donc c'est pas en Biélorussie, c'est une base qui est à 40 km à l'est de Varsovie. Et tout de suite, on a pu reprendre les échanges avec les collègues polonais, les homologues polonais. Donc on s'est très rapidement, en 96, déployé sur Minsk. Et là, j'ai pu avoir la chance de faire un backseat en MiG-29 et faire un combat 1 contre 1, Mirage 2000, MiG-29, où là, on s'est rendu compte que les pilotes polonais à l'époque, utilisaient bien le MiG-29, un avion puissant, mais uniquement dans les 2 dimensions. Alors que nous, avec notre Mirage 2000, très manœuvrant, commande de vol électrique, moins motorisé qu'un MiG-29, on utilisait énormément la troisième dimension. Et donc, ça a été cet échange qu'on a eu avec ces pilotes polonais sur des manœuvres de combat basiques, et puis une approche sur une autoroute, qui était dans leur concept d'emploi une façon de pouvoir se poser en cas d'attaque de la Pologne, et puis une éventuelle destruction de leur piste d'atterrissage. Et donc une approche est imposée sur cette autoroute, une remise en œuvre rapide et un décollage rapide. Voilà en gros mon souvenir. Se poser en MiG-29 sur une autoroute, oui, je pense que ça laisse un souvenir. Souvenir impérissable. Oui. Je ne suis pas posé en MiG-29 sur une autoroute. Ça viendra. Merci mon général. Donc nous terminons ce chapitre sur la projection de force. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur le Jump Seat, sur Twitch. Alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche sur le compte Twitch pour être averti des prochaines émissions et pour nous suivre en direct. À bientôt.